Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maundi. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mardi 10 janvier, mesdames, messieurs, bienvenue au Grand Dialogue. Conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de la loi numéro 87-47 ANRM du 4 juillet 1987 relative à l'exercice du droit de grève des services publics, le syndicat autonome de la magistrature, le SAM donc, vient de commencer depuis hier une grève. Elle devrait s'étendre jusqu'au 17 janvier. Plusieurs points de revendication sont à l'ordre du jour et le SAM n'exclut pas une grève illimitée à l'issue si les revendications ne sont pas satisfaites. Quelles sont donc ces revendications du SAM? L'État a-t-il les moyens aujourd'hui de satisfaire ces revendications? Les magistrats qui font partie des mieux payés sont-ils exempts de toute critique au Mali? Nous répondrons à ces quelques questions et à bien d'autres avec nos invités qui sont Boya Dambélé. Il est le premier secrétaire chargé aux revendications du syndicat. C'est bien cela. Merci. Koro Traoré, il est le chef de cabinet du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Et Ali Tunkara, il est sociologue. Je suis Ousmane Diadji Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Salim Diouara. Le grand dialogue. Bienvenue. Depuis hier, les magistrats affiliés au syndicat autonome de la magistrature observent une grève de 7 jours qui prendra normalement fin le 17 janvier 2017. Les conciliateurs jusqu'ici n'ont pas pu parvenir à un rapprochement des points de vue entre le gouvernement et le syndicat. Conséquence, les jugements sont suspendus sur toute l'étendue du territoire national. Entre autres points de revendication, le relèvement de la grille indiciaire des magistrats, 350 à 750 pour le magistrat en début de carrière et 1100 à 3500 pour le magistrat de grade exceptionnel. Le rehaussement des indemnités de judicature à hauteur de 800 000 francs CFA pour chaque magistrat, le rehaussement des indemnités de logement à hauteur de 500 000 francs CFA pour le magistrat de la Cour suprême et 300 000 francs CFA pour les autres magistrats. Alors, Boya Dambélé, dites-moi, vous êtes du syndicat autonome de la magistrature, est-ce que ce n'est pas un peu exagéré dans un pays comme le Mali où l'indice salarial est assez bas? Oui, nous pensons que ce n'est pas exagéré du tout. Parce que dans un pays, quand on sait ce qu'on veut, on sait là où on va et on se donne les moyens de parvenir à ses fins. Dans un pays comme le Mali, effectivement, c'est un pays qui n'est pas aussi riche que ça, mais le peu de richesses que nous avons, pour pouvoir mieux les gérer et satisfaire aux besoins minimum des populations, il faudrait que ce peu de moyens-là soit mieux géré, n'est-ce pas? Qu'il y ait la bonne gouvernance. Or, pour qu'il y ait bonne gouvernance, il faut qu'il y ait une justice indépendante, une justice crédible. Parce que c'est la justice qui sert un peu qui régule un peu les différentes institutions, qui sert de régulation de ces différentes institutions et qui contribue à la lutte contre la corruption de façon générale, donc à la bonne gouvernance. La justice est un des piliers importants de cette bonne gouvernance. Mais quelle justice de qualité peut-on avoir avec des moyens dérisoires mis à la disposition des acteurs de la justice? Est-ce qu'on peut obtenir vraiment une justice de qualité avec des salaires de misère et avec des conditions de misère? On ne le peut pas du tout. Donc il faut savoir vraiment ce qu'on veut. Si on veut vraiment obtenir un pays où vraiment il fait bon vivre, où il y a la bonne gouvernance, je pense que l'un des premiers pas, c'est de pouvoir mettre la justice et les acteurs là de la justice dans certaines conditions. Alors quand on parle justement de relèvement de la grille indiciaire des magistrats, 350 à 750 et 1100 à 3500 pour les magistrats de grade exceptionnel, qu'est-ce que ça veut dire exactement en termes clairs? Voilà, concernant cette grille-là, les chiffres que vous avez ici, ça c'est un peu dépassé. Ça c'était les premières négociations que nous avons entamées. Comme vous vous souvenez, ce n'est pas notre première grève comme ça. Alors, à notre première grève, nous avons 27 points de revendication. Après, il y a eu différentes commissions de conciliation. Il y a eu une première commission de conciliation. Avant la commission de conciliation, il y avait un cadre de concertation qui avait été initié par le ministre à l'époque, Mme Sanogo, avant que l'on aille en grève. Cela n'a pas... on ne s'est pas entendu, donc on est allé en grève. On a déposé le préavis, il y a eu une commission de conciliation. Donc c'est lors de cette commission de conciliation, voilà, ces chiffres, oui, on a changé de stratégie en fait. Parce que la dernière évolution, ça c'est la commission du dialogue.
qui a été initié par le ministre Maître Mamadou Konaté. Donc, lors de ce dialogue-là, nous avons quitté les questions de grilles salariales pour demander des salaires de base substantiels. Donc on a quitté en tout cas les chiffres que vous avez là sont un peu dépassés par rapport à ce que nous réclamons actuellement. Nous avions au total, c'est-à-dire auparavant, nous avions au total syndicats... Je vous suggère de vous donner la parole, le temps de faire réagir Kourou Traoré, qui est le chef de cabinet du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Alors les magistrats sont en grève, résultat, tout jugement suspendu sur toute l'étendue du territoire national. Alors qu'est-ce que vous en dites déjà? Est-ce que aujourd'hui les revendications des magistrats sont, on va dire, valables? Merci déjà de l'opportunité que vous nous donnez en tant que pouvoir public de nous exprimer sur cette affaire, sur cet événement. Je voudrais commencer par faire mes vœux de bonne année à vous tous ici présents, à vos auditeurs et à vos téléspectateurs. Que ce soit une année de paix sociale et d'entente cordiale pour ce qui nous concerne en tout cas, entre acteurs de la justice, parce que aussi bien pouvoir public que syndicats, représentons chacun des parties importantes et incontournables du secteur de la justice. Cela dit, que la grève survienne avec les conséquences que vous indiquez ou que vous décrivez est tout à fait regrettable. Parce qu'une grève n'est jamais heureuse parce qu'elle constate, en tout cas elle indique clairement le dialogue n'aura pas abouti. C'est un échec du dialogue, ce que nous ne souhaitions pas pour notre part. Et il reste entendu qu'une grève elle se termine toujours. Et donc lorsqu'elle sera terminée, j'espère qu'elle prendra bien fin un jour, nous restons pour notre part ouverts au dialogue parce que... vous comprenez justement ces revendications qu'il y a, est-ce qu'elles sont justifiées selon vous? Les revendications formulées à la fois par le syndicat autonome de la magistrature et par le syndicat libre de la magistrature, bien qu'elles soient considérables en termes de charges financières pour notre pays, personne n'osera, en connaissance de la situation réelle du magistrat au Mali, personne n'osera dire qu'elles ne sont pas légitimes. Les revendications sont légitimes. Maintenant, entre la légitimité des revendications et les possibilités qui existent pour un État intenté, je pense que c'est peut-être là que se situe la différence d'appréciation. Nous n'avons à aucun moment mis en doute la légitimité des revendications, des demandes des syndicats de magistrats, parce que nous savons très bien dans quel état se trouve la magistrature de notre pays. Le ministre Konaté ne s'y est pas trompé, il connaît très bien le secteur, autant que les magistrats eux-mêmes, parce que il y a très peu de cours aux tribunaux, il y a très peu de prisons au Mali qu'il n'a arpenté depuis au moins 25 ans. Donc il connaît très bien la situation du magistrat jusque dans son foyer. Et que ce soit la situation financière, la situation matérielle et même la situation psychologique du magistrat, parce que la sécurité du magistrat par exemple dans la juridiction, tout cela fait partie de nos convictions et de convictions que nous avons eues dès que nous avons été appelés à ces charges-là. Et M. Damele se souvient très bien que dès le matin de sa prise de fonction, le ministre Konaté s'est déplacé dans les prisons pour aller regarder de près quelle était la situation de ces prisons. Mais ce n'était pas seulement pour aller pour aller regarder ce que c'était la situation des prisons, puisqu'il la connaissait déjà. Mais c'était déjà une manière d'alerter l'opinion publique sur la situation des prisons au Mali. Et ce qui est différent les jours suivants, des magistrats, on va dire. Oui, je sais très bien. Mais dans les jours suivants, M. Boya peut le témoigner également, dans les jours suivants, les juridictions ont reçu la visite du ministre. Et les syndicats, justement le syndicat autonome de la magistrature, a lui-même été partie prenante de ces visites-là. C'était simplement pour indiquer que la situation du magistrat, nous la connaissons trop bien, nous la comprenons. Et c'est pour ça que, je redis, ce sont des revendications qui sont certes, je ne dirais pas démesurées,
parce que bon, on demande ce qu'on croit être bon pour soi, c'est normal. Mais je dis qu'elles sont pour l'instant insupportables pour la situation de notre pays. Merci. Ali Tunkara, vous êtes sociologue, professeur donc à l'Université du Mali. Alors, cette grève du syndicat autonome de la magistrature, vous pensez que ça va avoir un impact sérieux sur le coût de la vie? Naturellement, cette grève elle va avoir de l'impact parce que qui connaît l'ossature des fonctions régaliennes de l'État, et la justice apparaît fait jouer un rôle extrêmement important. Mais la légitimité, elle a été évoquée, de la grève, elle est sans équivoque, mais sauf que, effectivement, moi, je me pose justement la question de la cohérence de l'État avec lui-même. Enfin, quand vous suivez un peu le début du quinquennat du président de la République, M. Ibrahim Boubacar Keïta, bon, sa volonté de lutter efficacement contre les pratiques corruptives, bon, les mois qui ont suivi, nous assistons également à des pratiques tellement corruptives, notamment en passant par l'achat de l'avion présidentiel, les équipements militaires. Donc vous comprenez à combien, quand vous dites à une corporation que l'État est pour difficultés financières, satisfaire les besoins exprimés, ou en tout cas les revendications posées, pour la corporation en question, elle va se poser la question de la capacité de l'État à faire face à des dépenses qu'elle juge tout à fait inutiles. Bon, un magistrat qui peine à se mouvoir, un magistrat qui peine à distribuer la justice. Est-ce que les magistrats peinent à se mouvoir aujourd'hui? Bon, si se contentent l'indice salarial, se contentent du salaire qu'il a, le magistrat il est pour difficulté. Mais sauf que, qui parle de la corruption au Mali, la magistrature est un des corps le plus concerné par la corruption. La distribution de la justice à géométrie variable, quand vous demandez à un citoyen lambda que le magistrat est la magistrature est en grève, le citoyen lambda est même étonné parce que, pour qui connaît le train de vie que ces magistrats mènent, bon, en tout cas, vous voyez combien il y a un décalage entre l'officiel et le réel. Donc quand vous dites que, voilà, quand vous dites que voilà, vous êtes mal payé, dans le même temps, vous voyez dans des voitures luxueuses, voilà, dans des maisons tout à fait décentes, le paradoxe il est quand même évident. Voilà. Mais maintenant, est-ce que l'État est en mesure de donner satisfaction à toutes ces revendications? Naturellement, on verra dans la mesure du possible les points qui sont susceptibles d'avoir gain de cause. Hein. Mais en tout cas, toujours est-il qu'il n'y a pas que de la magistrature. Hein. Il n'y a pas une corporation de l'administration malienne qui n'éprouve pas de difficultés. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'il faut quand même relativiser. Et la justice reste l'une des fonctions régaliennes de l'État. C'est d'où l'importance qu'on doit manifester à son égard. Merci. Nous allons anticiper sur la pause d'1 minute au moins et continuer ensuite avec cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci de rester connecté au studio Tamani. Nous parlons de la grève des magistrats et sont avec nous sur le plateau Boya Dambélé. Il est le premier secrétaire aux revendications du syndicat autonome de la magistrature. Koro Traoré, il est le chef de cabinet du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Ali Tunkara, il est sociologue. Alors, monsieur Dambélé, dites-moi, on sait évidemment que les raisons de cette grève sont économique aussi, mais quels sont certains des autres points saillants? On ne va pas citer les 27 points, mais au moins 2-3 de vos revendications les plus importantes. Hein. Oui, c'est le développement que j'allais faire. Je disais que donc on avait des points de revendication qui étaient assez nombreux. Hein. On avait à peu près 53 points de revendication, dont 33 d'ordre financier et à peu près 24 qui sont d'ordre institutionnel. Au finish, avec la commission du dialogue national, nous avons ramené toutes ces revendications à pratiquement 6 points seulement. 6 points, dont 2 points de revendication financière et 4 points de revendication d'ordre institutionnel. Les 2 points concernant les revendications financières, c'était sur le salaire et les primes et indemnité. Serait-ce trop de demander à combien est payé un magistrat un salaire de base? Actuellement, un magistrat de la Cour suprême qui est en fin de carrière a au total salaire de base plus indemnité confondue pas plus de 800 000 francs. Un magistrat de la Cour suprême. Comparez cela à un débutant au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, vous serez effaré. Parce que là, leur indemnité de judicature seulement fait 800 000 francs.
Leur indemnité de judicature seulement fait 800 000 francs. Un magistrat qui est en fin de carrière au Mali a pour tout salaire de base, plus toute indemnité confondue, il n'a que 800 000 francs. Faites cette petite comparaison seulement. Et vous vous rendrez compte que nous ne sommes pas dans des conditions idoines. Nous sommes, parce que c'est lié à la fonction là. Ce n'est pas pour le confort du magistrat lui-même, hein. Pas du tout. Et ce que les gens pensent, hein, ce que le commun des Maliens pense des magistrats, dire que les magistrats sont dans des conditions qui sont les mieux payés, mais cela est absolument faux. Actuellement, cela est faux. Hein. Les magistrats ne sont pas actuellement les mieux payés en République du Mali. Tout le monde le sait. Même l'indemnité, comment dirais-je, l'indice actuellement de paiement là, des salaires, l'indice est plus élevé dans d'autres corps que la magistrature. Ça, c'était dans une autre époque. Alors, maintenant, à une autre époque, effectivement, les magistrats étaient en avance par rapport aux autres. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Et nos pays voisins là aussi, je voudrais vous dire que ça, nous étions en avance par rapport à beaucoup de pays qui nous ont dépassés. Nous sommes à la traîne par rapport à tous les pays de la sous-région actuellement. Donc le Mali, les magistrats maliens sont les moins bien payés de toute la sous-région. Traités de la sous-région actuellement. Hein? Donc par rapport après les salaires, nous avons demandé les indemnités de logement, l'indemnité de judicature, l'indemnité de monture. Les revendications d'ordre institutionnel portent sur le règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature, il y a l'aliment de la Cour suprême, et ainsi de suite. Il y a les décrets, il y a un décret dont on a demandé que ce décret soit étendu aux magistrats. Ça, c'est des choses qui ne demandent même pas de paiement d'argent, mais rien de tout cela n'a été fait. D'où notre grève de maintenant. Parce que nous avons pensé que vraiment c'est un peu un mépris, quoi. Je m'excuse du terme, mais c'est comme un mépris qu'on a à l'égard de la magistrature, quoi. Parce qu'il y a des revendications qui peuvent être satisfaites sans que l'État ne débourse même un rond. Est-ce que la plupart justement des corps de métier qui existent dans le pays ne font pas face un peu au même problème, hein? Est-ce qu'aujourd'hui l'indice salarial malien n'est pas l'un des plus bas déjà de la sous-région? Bien sûr que... Face à cela, oui, de façon générale, c'est le cas. Mais concernant la magistrature, de notre point de vue, ça c'est autre chose. Et puis, je crois que chaque corps n'est concerné que par son cas. N'est concerné que par son cas. Et la magistrature, la différence c'est quoi? C'est que la justice, c'est une institution qui contribue à la régulation des autres institutions. Les gens oublient un peu cela, quoi. Les gens oublient un peu cela. Donc cette fonction-là de la justice, elle est vraiment très importante et on doit être au-dessus de tout cela. C'est-à-dire qu'on doit être à un tel point qu'on puisse être indépendant de toutes ces autres institutions pour mieux faire le travail qui nous est imparti, le travail qui est le nôtre. Merci M. Damédé. Kourou Traoré, monsieur le chef de cabinet donc, du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, quelques jours sans jugement sur l'ensemble du territoire, quelles peuvent en être justement les conséquences quand on sait que les dates qui circulaient, les bruits de couloir déjà parlaient du 17 janvier pour la reprise du procès Sanogo, un des grands dossiers, et les magistrats seront à grève à ce moment-là. Alors quelles peuvent en être justement les conséquences pour le pays? Bon, la reprise du procès auquel vous faites allusion pour le 17 janvier, je ne sais pas du tout d'où vient cette date-là. Ce sont des bruits de couloir. Bon, mais heureusement que ça reste que des bruits de couloir que vous avez entendu, moi non. Mais vraiment, avant de parler de ce que ça peut représenter comme désagrément pour le justiciable, moi je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut qu'on se rappelle et qui sont extrêmement importantes. C'est qu'aujourd'hui, à la fois les syndicats et les pouvoirs publics, je ne dirais pas que nous sommes logés à la même enseigne, mais nous avons relativement le même problème. C'est quoi ce problème? C'est que nous sommes tous en besoin de reconquête de l'opinion publique. C'est-à-dire que les juges, la justice en tant que corporation, n'a pas bonne presse. Les pouvoirs publics n'ont pas forcément bonne presse. Or, le citoyen est en demande de justice. Le citoyen est en besoin de justice. De ce point de vue-là, et sur beaucoup d'autres d'ailleurs, nous ne pouvons être que des partenaires. Nous n'avons pas le droit, nous ne pouvons pas... Comment expliquer justement que les négociations aient échoué entre les syndicats? Non, les négociations, écoutez, recadrons les choses. Les négociations qui auraient pu éviter la grève, que nous avons appelées dialogue national,
nous avons appelé dialogue national. Le dialogue national a été installé avec l'autorisation du gouvernement et à la demande du ministre Konaté. C'était, si je ne m'abuse, le 10 août. Le 10 août 2016. Le 10 août 2016. Et c'était à la suite de la grève de juillet 2016. Ça fait 5 mois. Alors, donc lorsque nous avons installé ce dialogue, sur 2 mois, qui a rendu ses conclusions le 10 octobre, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait pour une commission de médiation que nous avons mise en place, composée de hauts magistrats et de professionnels, puis qui était présidée par une personnalité de la société civile qui a déjà fait cette expérience pour le compte d'un autre ministère. Il s'agissait, pour cette commission-là, pas de prendre des engagements au nom du ministère, encore moins du gouvernement. L'idée, c'était de recevoir les syndicats, parce qu'il y en avait 6 au total. L'idée, c'était de rassembler l'ensemble des syndicats, parler avec eux, recevoir leurs demandes, les traiter de manière pédagogique avec eux. Et M. Dambélé lui-même l'a reconnu tout à l'heure, d'un certain nombre de demandes, au terme du dialogue, le nombre en est revenu à 6. 6 points. Alors, à 6 points. C'est dire... Est-ce que vous avez les moyens c'est dire que ce dialogue, il a eu ses vertus. Ce dialogue, il a eu ses vertus. Très bien. Donc ce dialogue, il a eu ses vertus. Et au sortir de ce dialogue, l'idée, c'était pas de prendre des engagements, parce que nous n'avons pas vocation, nous, en tant que ministère de la Justice, à prendre des engagements au nom de l'État, au nom du gouvernement. Lorsque nous avons recensé l'ensemble des demandes... Qui peut le faire alors si le ministère de la Justice ne peut pas le faire? Le ministère de la Justice a vocation... le ministère de la Justice, non, le ministère de la Justice a vocation à traiter les demandes des syndicats. Mais à ce moment, c'est le ministère des Finances qui est autorisé à prendre des engagements chiffrés pour le compte de cette demande-là. Et donc ce travail de toilettage, nous l'avons fait. Après cela, un État fonctionne sur des règles. Il y a une procédure du travail gouvernemental qui a fait que nous avons saisi le Conseil des ministres par une communication verbale au Conseil des ministres qui a été transformée après en une communication écrite. Et lorsque nous avons saisi le gouvernement de cette communication écrite, bon, évidemment, il y a des délais. Le Conseil des ministres a un ordre du jour qui n'est pas, extensible à souhait. Il y a des contraintes. Et le jour où cette communication écrite a été posée sur la table du Conseil des ministres, sur la table du gouvernement, j'ai personnellement appelé l'ensemble des responsables de syndicats pour leur dire ce message d'apaisement qui m'a été transmis, dont j'ai été chargé par le ministre de la Justice en personne. Il m'a dit d'expliquer aux syndicats que nous n'avions en aucune manière oublié ni même négligé leurs demandes. Mais il faut nécessairement les soumettre au Conseil des ministres. Il faut un temps pour examiner tout ça et il faut un temps pour prendre les décisions parce que malheureusement, nous n'avons pas toujours les moyens de notre volonté politique. Merci. Il faut remarquer qu'à ce jour, cette communication écrite-là n'a pas été... Cette communication n'a pas été... Non, ça n'a pas été examiné en Conseil des ministres jusqu'à ce jour. Non, ça c'est pour raison de calendrier. Hein. Bon, parce que plusieurs fois on nous a dit que ce serait programmé, ben nous on n'a rien vu de concret. C'est pour des raisons de calendrier. Ali Tounkara, on voit quand même dans le pays qu'il y a plusieurs grèves qui se sont enchaînées, grève des enseignants, grève des médecins, il y a eu des grognes sociales. Alors comment expliquer justement dans notre contexte d'aujourd'hui qu'on ait autant de grèves? Non, la recrudescence des grèves pose fondamentalement la question de la fragilité de l'État, ou en tout cas l'État se trouverait dans une situation de fragilité. Mais est-ce que l'État n'est justement pas buté simplement à un problème de moyens, hein? On a entendu les bailleurs annoncer plusieurs milliards, mais pour le moment, on n'en a pas vraiment vu la couleur à certains niveaux. Non, je crois qu'il est quand même important qu'on marque une rupture avec cette attente éternelle qu'on a vis-à-vis des étrangers. Les questions sociétales d'un État sérieux ne sont pas à être gérées intégralement quand même par les étrangers. Donc je reconnais que les difficultés financières auxquelles nous faisons l'objet, ces difficultés nous conduisent à solliciter des aides ça et là, mais qu'à cela ne tienne, je crois fondamentalement que cette recrudescence des grèves témoigne à suffisance que l'État
l'État serait dans une situation de fragilité. Laquelle fragilité risquerait de nous conduire, nous allons assister à l'émergence même d'une république tout à fait agitée et déboussolée. Hein. Vous avez pris l'exemple de pas mal de corporations qui ont posé de doléances ça et là, lesquelles doléances peinent à être satisfaites. Donc, vous comprenez à combien, finalement, la crise de l'État, nous ne sommes pas liés à une crise de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas justement beaucoup trop de demandes pour l'État? Les demandes, elles ne sont jamais trop. Hein, mais je crois que c'est vrai que le contexte aussi quand même est particulier. Il ne faut pas non plus les négliger. Nous venons d'amorcer la sortie d'une crise sans précédent, même si tous les jalons n'étant pas suffisamment posés. Mais dans le même temps, il y a certes des crises financières mondiales hein, que tous les pays sans exception les connaissent. Au-delà de ces crises mondiales financières, et je crois que dans le contexte malien, nous sommes toujours dans cette mauvaise gestion de la temporalité. Vous voyez, à chaque fois qu'une demande est formulée, nous allons parler du calendrier, de l'agenda. Au bout du tunnel, nous allons nous plaindre aussi de la brevité du temps. Un quinquennat, ce n'est que 5 ans, donc je crois qu'il est quand même temps d'aller très vite. Ça me fait penser à un des conseillers... Monsieur le chef de cabinet veut réagir rapidement. Thomas Sankara, on lui disait que Thomas Sankara, vous allez trop vite. Il disait, mais monsieur, vous ne savez pas si je serai ici demain. Donc vous comprenez combien la brevité du temps également nous serait posée vers la fin du quinquennat. Monsieur Traoré n'est pas d'accord avec vous. Nous ne sommes pas Thomas Sankara, nous ne sommes pas au Burkina Faso. Et on n'est pas au XXe siècle, là on est au XXIe. Et les décisions politiques ne se prennent pas de manière aussi légère que vous le pensez. Ce n'est pas, oui, c'est évidemment que ça s'inscrive dans une temporalité. Mais ce que vous devez nécessairement intégrer, c'est que, la volonté politique, elle est manifeste. Nul ne saurait la mettre en doute. Ni la légitimité des revendications. Ni la légitimité de revendications, évidemment, c'était mon premier propos. En deuxième lieu, lorsque vous avez à faire face à une demande de 150 milliards, parce que ce que M. Damélé ne dit pas, c'est que chiffrer la demande, rien que des magistrats, c'était 150 milliards. C'était 10%. C'était une somme, c'était une demande arithmétique. C'était purement et simplement 10% du budget national qu'on demandait. Simplement. Mais 10% du budget national, mais uniquement en espèces sonnantes et trébuchantes dans la poche des magistrats. Que fera-t-on après? Des constructions de tribunaux, des constructions de prisons, de diverses dépenses de fonctionnement. C'est cela la question. Est-ce que justement les magistrats n'ont pas un peu profité justement du sommet Afrique-France qui pointe du nez ce week-end-ci pour mettre la pression? Non, pas du tout. Nous n'avons pas profité du sommet. Le sommet va se passer pendant que vous êtes en grève. Ça, c'est vraiment créer l'amalgame et puis nous mettre... Est-ce que vous n'auriez pas pu éviter... Non, je vais vous rappeler. C'est-à-dire que notre premier préavis de grève disait clairement que si nos revendications n'étaient pas satisfaites, nous allons remettre la grève dans les 3 mois à venir. Ça, c'était clairement dit dans le précédent préavis. Et le dialogue dont le chef de cabinet a parlé, ce dialogue a pris fin en octobre, le 10 octobre. Mais également, de l'autre angle, est-ce qu'aujourd'hui la justice malienne est exempte de toute critique? On parle on parle beaucoup de corruption dans le secteur de la justice. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord nettoyer un peu ce secteur-là avant de demander ou de prétendre à quoi que ce soit? Est-ce qu'il ne faut pas essayer de redresser un peu la barre, essayer de faire en sorte que le justiciable ait pleinement confiance en sa justice? Oui, avant de répondre à cette question, je voulais réagir au point concernant la gouvernance de façon... C'est-à-dire que les revendications... Rapidement, voilà. Oui, parce que vous pensez qu'il y a trop de revendications actuellement, que ce n'est pas les magistrats seulement. Moi, je pense qu'un État, et gouverner là, c'est prévoir. Il faut anticiper. Il ne faut pas attendre que les syndicats se lèvent pour que le gouvernement lui-même prenne l'initiative. Le gouvernement peut faire des études, voir est-ce que dans 10 ans, je peux faire une augmentation des salaires pour mes fonctionnaires, vu le coût de la vie. Parce que le coût de la vie augmente de jour en jour. On n'a pas besoin d'attendre que les syndicats se lèvent. Mais il y a eu quand même des augmentations. Toutes les augmentations qui ont eu lieu, les gens se sont levés pour demander. Sinon, l'État n'a jamais, de sa propre initiative, donné quoi que ce soit, à ma connaissance.
Tout ce qui a eu lieu, c'est parce que les syndicats se sont levés, les syndicats ont fait grève et c'est là. Pour moi, l'État n'a pas besoin d'attendre que les syndicats se lèvent pour donner. On sait très bien qu'au bout de 5 ans, 10 ans, le coût de la vie change de jour en jour. Donc il faut aller en fonction, gouverner comme je l'ai dit, c'est prévoir. Il faut prévoir cela dans 5 ans, 10 ans, de son propre chef, augmenter. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec le chef de cabinet pour dire que la volonté politique y est. Parce que pour moi, si volonté politique y avait, on aurait fait, mais concernant les magistrats, on aurait anticipé. On aurait vraiment fait ces augmentations avant que les magistrats ne débraillent. Concernant maintenant la situation des magistrats. Je vous suggère de prendre quelques secondes de pause et nous reviendrons pour la suite de cette émission. Une réaction, un avis, Un commentaire. réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Merci de rester connecté donc au studio Tamani. Vous suivez le grand dialogue où l'on parle de la grève des magistrats. Boya Dambélé, premier secrétaire aux revendications du syndicat autonome de la magistrature, était sur une lancée. Alors, on parlait justement de corruption au sein de la justice malienne. Oui, quand on parle de corruption, on jette très souvent l'anathème sur les magistrats. Mais la corruption n'est pas que chez les magistrats au Mali, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Je ne vais pas citer de corps ici, mais tout le monde le sait. Non, mais dans ce cas précis, on sait que la justice malienne est quand même en panne. Le justicier n'a pas confiance. Oui, concernant la justice, nous avons conscience des critiques portées à l'endroit du corps de la magistrature et nous entendons, nous syndicats, trouver les moyens de faire cette autocritique et de trouver les moyens de l'éradiquer. Mais c'est que nous... vous l'aviez dit tout à l'heure. Non, vous l'aviez dit tout à l'heure. Gouverner, c'est prévoir. Alors, est-ce que les magistrats n'auraient pas pu, en amont justement, anticiper, faire des autocritiques, voir ce qui ne va pas? Mais qui vous dit qu'on n'est pas en train de faire cela? Nous faisons cela. Avant de demander quoi que ce soit. Avant aujourd'hui, nous l'avons fait. Mais les gens pensent que seulement quand on se lève pour faire les revendications, les gens pensent que non, on ne doit pas leur donner quoi que ce soit parce qu'ils sont corrompus, ils sont ceci, cela. Mais nous avons tout le temps au sein même des syndicats fait des débats de sensibilisation, des séminaires de sensibilisation par rapport à cette thématique-là. Mais vous voyez bien à cette thématique-là. Mais vous voyez bien que le chef de cabinet. Mais vous voyez bien que l'action publique et l'action syndicale ont toutes les deux besoin de temps. C'est la preuve qu'on ne peut pas se lever le matin et faire ce qu'on veut l'après-midi. Mais ce que je voudrais dire sur la question de la corruption au sein de la justice, c'est que c'est vrai, c'est un grief qu'on entend à longueur de journée. Mais écoutez, M. Tungara, pour qu'il y ait un corrompu, il faut un corrupteur. C'est-à-dire que tout le monde se plaint de la magistrature. C'est un peu facile comme excuse. Non, c'est pas du tout facile, parce que tenez-vous bien, pour que le système soit déréglé, il a fallu qu'il y ait des gens pour le dérégler. À un moment ou d'un autre, mais on ne sait pas qui a commencé. Mais l'essentiel, c'est que comment arriver aujourd'hui justement à redresser ce secteur et à redonner confiance en la justice. Mais je vous dis ça parce que vous êtes des vecteurs d'éducation. Il faut que vous puissiez arriver à expliquer à nos concitoyens que pour que le juge fonctionne normalement, il faut que le citoyen lui aussi apprenne à fonctionner normalement. L'automobiliste, vous en personne, M. Touré, si vous n'avez pas tous vos papiers administratifs du véhicule au complet, vous sortez d'ici, vous êtes le premier enclin à filer 500 ou 1000 francs à l'agent de police au bout de la rue pour qu'il vous laisse passer. Ça n'arrivera pas sur le papier au complet. Bon, très bien, tant mieux pour vous. Mais c'est en général le cas. C'est en général le cas pour que le juge prenne de l'argent. Je suis désolé de le dire comme ça, mais pour que le juge prenne de l'argent pour tordre le cou à une décision de justice, il faut bien que quelqu'un le lui propose, que quelqu'un le lui donne. Est-ce que justement une partie de ces revendications, quand on parle de l'indice salarial qui est très bas, est-ce que le coût de la vie qui devient cher, est-ce qu'aujourd'hui quand on a des problèmes et qu'on n'est pas plus enclin à être ouvert à la corruption? Est-ce que si aujourd'hui le Malien lambda avait un salaire plus élevé, y compris bien entendu les magistrats, on n'aurait pas pu diminuer le taux de corruption dans le pays déjà? Ça, c'est une notion qui a, c'est une notion qui a toujours eu sa thèse et son antithèse. C'est-à-dire que vous avez beau payer, si vous payez le magistrat à 5 millions de francs CFA le mois, s'il est corrompu dans son esprit, dans son âme,
il continuera à être corrompu. Il va falloir payer beaucoup plus de 5 millions pour le la question n'est pas que le salaire soit insuffisant ou pas. La question, de notre point de vue, sans remettre en cause la légitimité des demandes, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que les demandes ne sont pas légitimes, mais sans remettre en cause la légitimité des dites demandes, je dis simplement qu'un des gros problèmes que nous avons, pas seulement dans la magistrature, mais dans beaucoup d'autres corporations dans notre pays, c'est qu'il faut que nous nous remettions à la vertu. Il faut que nous nous remettions à la vertu, devenir fonctionnaire de l'État, parce que les magistrats en sont, d'autres le sont. Devenir fonctionnaire de l'État est une dignité qu'il faut qu'on apprenne à respecter. Et quand on respecte la dignité du fonctionnaire de l'État, il y a des choses qu'on apprend à ne pas faire. Alors, comment faire en sorte de redorer le blason de la justice Écoutez, redorer le blason de la justice passe par énormément d'initiatives qu'il faut que tout le monde prenne. Pouvoir public, citoyens, syndicats de magistrats. Et augmentation des salaires y compris. C'est pour ça que nous, dans les propositions, je ne vais pas les dévoiler ici, mais dans les propositions que nous avons présentées au gouvernement, qu'est-ce que nous indiquons? Nous indiquons que, il faut redorer la situation du magistrat. Pourquoi vous faut le dire? Mais non, je ne vais pas les dévoiler ici parce que ça n'est ni le moment ni le lieu. Lorsqu'elles seront sur la place publique, nos partenaires seront les premiers à les connaître, même eux ne les connaissent pas encore. Donc je ne vais pas vous faire le privilège de dévoiler cela ici. Mais nous disons qu'il y a trois aspects sur lesquels il faut que la situation du personnel judiciaire en général, du magistrat, soit traitée. Premièrement, c'est dans la tête du magistrat. La tête du magistrat, ça veut dire quoi? C'est de favoriser l'épanouissement intellectuel du magistrat. Et là-dessus, nous ne faisons pas un vœu pieux. Nous sommes aujourd'hui en rapport avec Dalloz, qui est une maison d'édition française que M. Damele connaît très bien, pour mettre en place un accès à la base de données documentaires de Dalloz à l'ensemble des magistrats du Mali, où qu'ils soient. Ça, c'est une première initiative que nous avons prise, qui n'est pas une demande des syndicats. Deuxième chose, nous disons que le magistrat, il doit être soigné dans son environnement familial. Nous connaissons très bien, il y a énormément de magistrats qui n'ont pas aujourd'hui chez soi, qui n'ont pas de maison. Nous avons aujourd'hui la disponibilité du collègue des domaines de l'État, de M. le garde des Sceaux, qui l'a approché, pour allouer un certain nombre d'hectares de parcelles à des magistrats. Et là-dessus, nous avons également les accords de certaines banques de la place qui seraient prêtes à financer, pas pour faire des poulaillers, des taudis comme on les a vus par le passé, mais ce serait vraiment sur la base, par exemple un magistrat de 1 à 10 ans, on lui donnerait une parcelle de 300 mètres carrés. Un magistrat de 10 à 20 ans de carrière, on lui ferait 500 mètres carrés. Et au-delà, on ferait 750 mètres carrés. Donc nous avons déjà ce type de dispositions-là qui sont en place et que nous sommes capables de mettre en route dès que nous avons certains accords. Donc vous voyez, pareil pour le cas du magistrat, pareil pour le cas du magistrat débutant. Nous avons les pistes de solutions étalées sur le temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui penser que la paye du magistrat ou le salaire de départ du magistrat débutant, nous pouvons le multiplier par 3 du jour au lendemain. On va laisser M. Dambélé réagir avant de donner la parole à M. Tunkara, sociologue. Monsieur Dambélé, alors il y a déjà des pistes de solutions, mais moi ma question aujourd'hui c'est comment faire déjà pour que le citoyen puisse avoir confiance en sa justice, parce que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit les syndicats de magistrature, le citoyen n'a pas vraiment confiance en sa justice au Mali. Pour que le citoyen ait confiance en sa justice, il faut que la justice soit mieux rendue par les magistrats. Et moi, je pense que pour que la justice soit mieux rendue, il faut que les magistrats soient, comment dirais-je, hors du besoin. Hors du besoin, non seulement en termes salariales, mais en termes de conditions de vie de façon générale. Il a parlé de logement et autres. Il y a bien d'autres choses. On voit qu'il y a des pistes d'efforts qui bien sûr, il y a des pistes déjà. Vous savez qu'un magistrat est tenu de résider là où il est, parce qu'il peut juger un président de tribunal, il peut juger même un dimanche. Donc, il lui faut habiter là où il... Donc, il y a des contraintes comme telles. Mais les magistrats, beaucoup de magistrats ont des logements de fonction d'ailleurs dans notre pays. Non, pas beaucoup de magistrats. Hein? Non, pas beaucoup de magistrats. Beaucoup, très peu en ont.
Très peu. Donc il y a des contraintes comme ça qui font que actuellement les juges ne sont pas, contrairement à ce que les gens pensent. Combien de magistrats est-ce qu'il y a au Mali en tout? On m'a parlé à ce jour 571 magistrats, d'après les statistiques. 571. Mais les magistrats ne sont pas dans des conditions telles qu'ils soient. Est-ce que c'est un nombre qui est déjà suffisant pour les besoins judiciaires? Non, je crois que ce nombre, vu les créations qui sont en cours, parce qu'il y a des créations en cours, avec la loi de 2011, il y a eu une nouvelle organisation judiciaire qui transforme par exemple les justices de paix en tribunaux d'instance, où il y avait un seul juge qui jugeait, qui était à la fois juge d'instruction, président du tribunal des procureurs. Là, donc ça va nécessiter qu'il y ait plus de magistrats. Donc le nombre là va forcément devenir insuffisant par rapport aux besoins actuels. Et puis la création des différentes cours d'appel. Il y aura d'autres cours d'appel qui seront créés de la même manière que des cours administratifs d'appel seront créés à l'avenir. C'est pour ça qu'on a du mal justement à mettre en route cette nouvelle organisation judiciaire qui date de 2011, parce que ça demande quasiment un doublement, voire un triplement des effectifs. Alors, très rapidement, Monsieur Ali Tounkara, vous êtes sociologue. Comment est-ce qu'on peut arriver à redorer le blason de la justice, hein? Comment faire en sorte que le citoyen puisse avoir confiance en sa justice aujourd'hui? Je crois qu'effectivement les justiciables... Ça passe forcément par de meilleures conditions pour... oui, les conditions sont quand même indispensables, mais les conditions elles ne suffisent pas. C'est vrai que M. Traoré a mis en évidence la question d'éthique, elle est fondamentale dans tout travail, pas seulement chez les magistrats. Mais dans le même temps, il faut qu'on se dise une chose au Mali, les institutions sont très fragiles. Hein. On a beau payer les gens, s'ils sont persuadé que au bout du tunnel, voilà, les sanctions qui seront infligées à la suite d'un cas de corruption ne seront jamais exécutées. Il va de soi qu'on continue à œuvrer dans les pratiques corruptives. Je crois qu'il est quand même important que l'appareil d'État se restructure. Aujourd'hui, en parlant de l'État-nation, on se pose la question finalement, est-ce que l'État est capable d'exercer pleinement ses fonctions répressives? Nous, on parle en sociologie vraiment de ces fonctions coercitives. Je trouve que dans le contexte malien, ces fonctions sont difficilement exercées par l'État, par le simple fait que les institutions dévolues... Est-ce qu'il n'y a pas ce phénomène social-là, justement, le social très développé, qui empêche parfois à la justice de travailler de manière saine? C'est une des raisons fondamentales, justement, qui pose d'ailleurs cette question du maillage entre le social et l'institutionnel. Comment faire en sorte que l'institutionnel prime sur le social? C'est ça aussi un État-nation. Donc le législateur malien aussi a cette difficulté justement à créer ces ponts entre l'institutionnel et le social. On ne peut pas prétendre un État en tout cas qui serait à mesure d'apporter des solutions un nombre quand même important des revendications de ses citoyens, si cet État n'est pas capable justement de rendre ses institutions dévolues à cet effet efficaces. Donc, dans le contexte humain, les institutions restent très fragilisées. Monsieur le chef de cabinet souhaite réagir en une minute. Cette question, nous l'avons très bien appréhendée, nous, parce que nous nous rendons compte évidemment que la seule justice formelle aujourd'hui que nous connaissons n'est pas en mesure de régler l'ensemble des problèmes que nous connaissons, l'ensemble des dérèglements que nous connaissons. C'est pour ça que nous travaillons, nous, à l'initiative du ministre Konaté, justement, de remettre en place la notion de justice traditionnelle qui a existé dans notre pays. Les plus anciens pourront le dire, ni vous ni moi. Qui avait à des moments de solution. Alors, une toute dernière question pour M. Dambélé. Que lorsqu'il y avait, par exemple, des dissensions dans un ménage, il fallait d'abord aller dans le vestibule des Niaré, et lorsqu'on n'y arrivait pas, c'est là qu'on se transportait au tribunal. Et en général, c'était réglé là-bas. Et donc, il y a cette forme de retour, à l'ordre social ancien qu'il va falloir amorcer et qui peut être un substitut efficace à certains dysfonctionnements de la justice moderne. Pourquoi pas? D'accord. Bouya Dambélé, vous êtes le premier secrétaire aux revendications du syndicat autonome de la magistrature. Que va-t-il se passer à l'issue justement de cette grève le 17 si vos revendications ne sont pas satisfaites? Donc, vraiment, l'objectif de tout syndicat, c'est d'avoir la satisfaction effective
de ces revendications. Il nous reste 30 secondes. Okay. Que va-t-il se passer rapidement? Si nos revendications ne sont pas satisfaites au bout de la semaine de grève, nous irons en grève illimitée à l'issue d'une assemblée générale. On espère donc qu'il y aurait un compromis. Un tout dernier mot, très rapidement. Il nous reste 20 secondes. Très rapidement, moi je suis plus optimiste que M. Davelé, parce que moi je pense qu'après la grève, nous reverrons, nous nous reparlerons et il n'y a pas de raison. Ça va se régler. Il n'y a pas de raison Merci madame, merci monsieur d'avoir suivi cette émission qui a été réalisée par Ibrahim Aran Diallo. À la mise en onde, vous aviez Salim Diouara, Sedou Noundjiri était à la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadje Touré. À demain pour une autre émission. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri Halud Maundi. Shenni Beri Sigi Kafoba.